C'est comme ça que tout a commencé. Moi, mon téléphone, les réseaux sociaux. Et tout à coup, l'apparition sur mon écran d'un objet non identifié, la culotte menstruelle. Un sous-vêtement conçu, équipé pour les règles. La dernière arrivée dans l'arsenal des protections périodiques, pas toujours pratiques, des femmes d'aujourd'hui. Je vois cette couleur au fond de mon slip, puis je vais vers ma mère, puis je dis je crois que j'ai mes règles. Puis elle me dit voilà, prends 5 francs dans le porte-monnaie, puis va t'acheter les tampons, mais tu prends les roses, les petits. Et voilà. Par exemple, la cup, il faut faire une sorte de pliage et puis tout ça. Puis tout d'un coup, ça tient pas, ça lâche, alors ça saute, quoi. Puis ça tombe dans la salle de bain. Je me souviens très bien du bruit qui a résonné dans les toilettes. Donc j'avais des serviettes hygiéniques jetables et le joli scratch qui a résonné dans toutes les toilettes de l'école. Donc c'était un peu gênant. Mais reprenons depuis le début. Si les femmes ont leurs règles depuis la nuit des temps, elles les ont beaucoup plus aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. Au moins 400 fois, contre une centaine à l'époque. Évidemment, on vit plus longtemps, on fait moins d'enfants, mais pas que. Comme des milliards de femmes depuis que le monde est monde, j'ai eu mes règles chaque mois pendant près de 40 ans. Un signal d'ovulation et donc de fertilité. C'est le témoignage d'Élise Thiebaud, une journaliste française établie à Berlin. Les règles, elle connaît, elle a écrit un livre sur le sujet. Aujourd'hui, quand une personne va avoir ses règles pour la première fois, ça va être à 12 ans et demi. C'est ça l'âge moyen des règles. Au 19e siècle, on était encore à 15 ans, 16 ans pour la date des premières règles. Ça a beaucoup changé, notamment à cause de l'alimentation qui a évolué et une alimentation qui est devenue plus sucrée et une exposition à des perturbateurs endocriniens. Résultat, les règles, ça représente près de 2400 jours dans la vie d'une femme, soit environ 6 ans et demi. Il faut savoir qu'on se fait toute une idée du volume du sang des règles qui est pas conforme à la réalité. Moi, quand j'ai eu mes premières règles, je pensais que c'était un peu comme un robinet qui s'ouvre. C'est très très loin de la réalité. Ça correspond à l'équivalent d'une tasse de café sur plusieurs jours, une tasse de thé si on a un flux plus abondant. Qu'elle soit thé ou café, les femmes continuent à évoquer le sujet à voix basse, à se passer un tampon comme s'il s'agissait d'un secret défense, raconte Élise Thiebaud. On en parle beaucoup plus ouvertement aujourd'hui, mais il ne faut pas s'imaginer qu'un tabou multimillénaire qui remonte très probablement à la préhistoire va disparaître d'un claquement de doigts. Parmi tous les fluides que nous avons et que nous produisons dans notre corps, le fluide menstruel est le seul à susciter une telle angoisse ou une telle stigmatisation. Par exemple, le sperme, qui est grosso modo, on va dire, l'équivalent, c'est-à-dire que c'est un fluide lié à la reproduction, ne suscite absolument pas le dégoût que suscite le sang menstruel. Ce sang, les femmes se débrouillent depuis toujours pour l'éponger. Des fouilles archéologiques ont mis à jour des tampons datant de l'Égypte ancienne, ou des linges utilisés en Grèce antique. Des objets pour lesquels cet Américain se passionne. Il a créé en ligne un musée de la menstruation. En 2001, il présentait déjà à bon entendeur ses plus belles pièces. Voici le tablier hygiénique. La femme le portait sous ses vêtements. Cette partie retient la serviette. Ce tablier était en caoutchouc et date de 1914. Depuis, les femmes ont rendu leur tablier. Sont arrivées les serviettes jetables et puis les Tampax, inventés autour des années 30. Des articles qui sont aujourd'hui commercialisés à grande échelle et qui se déclinent en version colorée, parfumée et même végane. Le marché des protections périodiques représente 30 milliards de dollars par an. Et il est tenu par quelques multinationales au plan mondial qui règnent sur la totalité, quasi-totalité des marques conventionnelles. Du conventionnel qui génère des déchets. Tout au long de sa vie, une femme utilise entre 11 et 15 000 tampons ou serviettes. Des alternatives ont fait leur apparition dans le commerce ces dernières années,
Des protections réutilisables telles que la coupe menstruelle, les serviettes lavables et la fameuse culotte avec protection intégrée. Certaines femmes préfèrent ne rien utiliser du tout et contrôlent l'écoulement du sang avec leur périnée. Ça porte un nom, le flux instinctif libre. Pour toutes les autres, celles qui ne maîtrisent pas ce flux instinctif libre, il faut choisir une protection. On en parle avec vous, Viviane Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les moyens les plus utilisés? On n'a pas de chiffres pour la Suisse, mais par contre, on en a pour la France. Premier constat, la grande majorité des femmes portent au moins 2 protections. Par exemple, une serviette avec un tampon. Deuxième constat, c'est la serviette jetable qui est la plus utilisée par les femmes. 82% en portent, c'est 54% pour les tampons. Il y a ensuite des marchés de niche, la cup, la coupe menstruelle, 9% d'utilisatrices, et puis les autres protections, 1% d'utilisatrices. Donc 54% de femmes qui portent des tampons, 9% des coupes menstruelles. Utiliser une protection interne, ce n'est pas anodin. Oui, une mauvaise utilisation d'une protection interne, ça peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Le risque, c'est le syndrome du choc toxique. Plusieurs cas graves ont été médiatisés dernièrement. Le dernier en date, c'était au mois de janvier, une jeune femme de 17 ans qui en est morte en Belgique. On écoute à ce propos Martine Jacot-Guillarmo, médecin au CHUV. La survenue d'un tel syndrome est liée au port prolongé d'une protection interne, a priori. Donc tampon, probablement que cup aussi, il y a des cas qui sont décrits. Le fait de porter longtemps ces protections internes, empêchant l'écoulement du sang, fait qu'il y a une stagnation du sang au niveau vaginal, au sein duquel il peut y avoir une prolifération bactérienne. C'est une maladie grave puisque ça fait une infection généralisée qui, si elle n'est pas reconnue et traitée à temps, peut entraîner la patiente vers un décès. C'est par contre excessivement rare. Ici, on en a moins de 1 cas par année pour donner un ordre de grandeur et qui ne sont pas forcément des cas aussi sévères que ce que je viens de décrire. Rare mais grave, alors à quoi faut-il faire attention avec ces protections internes? Alors, il faut changer son tampon, vider sa cup régulièrement. Régulièrement, c'est au moins 4 fois par jour, si on a des menstruations moyennes. Et puis, éviter de porter une protection interne la nuit. C'est important de le répéter. Une étude a montré que 80% des femmes qui portent un tampon gardent la même protection toute la nuit. Et pour les protections externes, type serviette ou culotte de règle? Alors, la docteure Jacot-Guillarmo recommande aussi d'en changer régulièrement, dépendant du flux bien sûr, mais au moins 3 fois dans la journée. Et puis, alors le risque, c'est évidemment pas le choc toxique, mais plutôt des irritations, des lésions dues à l'humidité. Donc même si le fabricant dit c'est super, vous pouvez porter le produit pendant 12 heures, eh bien c'est important de changer régulièrement sa protection. Merci Viviane. On vous retrouve dans quelques minutes pour parler de la composition de ces produits. Mais avant ça, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque protection? Témoignage de quelques utilisatrices. Bienvenue dans le repère d'une aventurière en menstrualité. C'est ainsi que Zoé aime se présenter. Le titre n'existe que dans son imagination, mais il traduit bien son intérêt pour tout ce qui concerne la menstruation. Elle en parle librement, n'en déplaise à certains. Oui, il y a encore des gens dégoûtés, ou bien faut cacher ça. Tu montres quand même pas ta réserve de protection à tes enfants. T'as parlé de tes règles à tes enfants, mais tu sais qu'il y a un âge pour parler de ça. Ah bon, lequel? Une ouverture d'esprit qu'elle partage avec ses amis. Elles l'ont développée avec le temps. Pour moi, tout ce chemin, depuis la première fois où ma mère me donne un paquet de serviettes hygiéniques du commerce avec une odeur rajoutée pour que ça aille quand même. Et je me rappelle aussi un camp où j'étais très gênée de demander au prof qui me ramène du supermarché de quoi faire. C'est de sa grand-maman qu'Ophélie a reçu de quoi faire au début. Des serviettes jetables qui ne lui ont donné qu'une satisfaction relative. C'était surtout l'inconfort au départ quand même qui m'a aussi fait me poser des questions à un moment donné parce que c'est vrai qu'en été, c'est très inconfortable les serviettes. Il fait chaud, ça sent, c'est vraiment... on sent que c'est pas...
Ça a été fait dans une usine bien chimique. Et puis les tampons, la même chose. En plus, c'est aussi très désagréable. Alors elle a testé d'autres choses avant d'arrêter son choix sur la culotte menstruelle. Très confortable, mais pas complètement irréprochable. Je dirais que le seul hic maintenant, c'est que la plupart des culottes de règles sont vraiment pas belles et font beaucoup de marques, et sur des pantalons donc. Et puis même quand on a nos règles, on aime mettre des jolies culottes, quoi, merde. C'est pas toujours pratique de tous déshabiller dans des toilettes publiques ou au travail ou comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Mais au final, je sais pas si c'est plus embêtant que la cup. C'est vrai que la serviette, pour ça, c'est pratique, parce que où qu'on soit, tchac-tchac, c'est vite fait, on n'a pas besoin de tout enlever. Que la culotte, c'est un peu plus... Pour ça, ça demande quand même un peu plus de manutention, quoi. Un peu plus de manutention. Ça ne fait pas peur à Valentine, qui utilise des protections lavables, aussi par conscience écologique. On n'a plus rien à jeter, vu qu'on rince, tout simplement. Que ce soit les serviettes ou les culottes, on les rince à l'eau froide. Les serviettes, on peut aussi les frotter avec un peu de savon de Marseille pour enlever les taches. Et puis après, voilà, on met dans la machine et c'est parti. Le jetable, elle se l'autorise quand même en voyage. Sinon, elle alterne entre cup et culotte menstruelle. Et puis, les serviettes réutilisables. Pour les serviettes lavables, j'ai eu testé à l'extérieur, quand j'étais au travail ou en vadrouille, et j'ai eu des petites surprises parce qu'en fait, elles bougent dans la culotte. Elle n'est pas, il n'y a pas d'anti-grippe ou bien de scratch, mais elle est juste clipsée sous la culotte. Donc, ce qui fait que selon ce qu'on fait, elle va aller en avant ou en arrière. Ce genre d'expérience, Valentine les partage sur un blog. Ce qu'elle aime moins, comme par exemple l'éponge menstruelle. Une éponge naturelle qui se place à l'intérieur du vagin. J'en ai reçu une pour tester, mais ça ne me dit rien. Donc j'ai un peu passé sur l'éponge. J'ai pas. C'est un truc génial, parce que c'est très doux, ça prend la forme du corps. Pour les jeunes filles qui n'ont jamais introduit quelque chose dans leur vagin, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le truc le plus doux. Si je pars à Berne, je vais être pas bien avec mon éponge. Ça va être un peu route de la rincer dans les toilettes du train, quoi. Donc là, je vais reprendre la cup. Pour moi, il n'y a pas un produit qui exclut l'autre. Je n'exclus pas de reprendre un tampon une fois si j'en ai besoin ou si c'est ça qui fait que je suis à l'aise, mais ce ne sera pas n'importe lequel. Reste la question du coût. Est-ce que réutilisable rime vraiment avec abordable ? Des protections jetables sur une année, ça revient plus cher que de se prendre, de s'offrir un pack de matériel réutilisable. Si on veut être super équipé, mettons, allez, je suis large, 200 francs, on y est largement avec les choses jetables suivant ce qu'on utilise. Ce que confirment nos estimations. Comptez 2330 francs pour une vie de règles avec des serviettes jetables. 1260 francs en culotte menstruelle. 370 francs en cas d'utilisation exclusive de la cup. Et le réutilisable, ce n'est pas qu'un gain d'argent. C'est juste un gain de temps parce que j'ai pas besoin de penser si j'ai assez de serviettes flux abondants ou si j'ai assez de serviettes pour flux normal. Donc j'ai plus du tout de soucis à me faire. Il y a une charge mentale, entre guillemets, en moins. Parce que selon ce que j'ai envie de mettre, je choisis dans mon tiroir. Vu les montants en jeu, les règles sont devenues sujet politique. Pour en parler ce soir, deux élus sur ce plateau, Véronique Kempfen, députée PLR au Grand Conseil genevois, et Maurane Riesen, députée du Parti socialiste autonome au Grand Conseil bernois. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, la question qui fait débat aujourd'hui dans plusieurs cantons suisses, c'est de savoir s'il faut des protections hygiéniques gratuites dans les écoles. Maurane Riesen, vous dites oui, pour quelle raison ? Oui, parce qu'en fait,
quand les filles vont à l'école, il se peut que ce soit la période où justement elles commencent à avoir leurs règles, donc elles ne maîtrisent pas forcément encore le cycle. Ça peut arriver à l'imprévu. Et ça peut être très traumatisant pour une jeune fille de 12 ans de tout d'un coup avoir ses règles, ne pas avoir le matériel nécessaire, tacher sa culotte, son pantalon, sa chaise peut-être, devoir se confronter à ses amis, ses profs par rapport à ça et rentrer et louper les cours parce qu'elle n'a pas la protection hygiénique nécessaire. En fait, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver en Suisse. On a à l'école ce qu'il faut pour garantir la santé finalement des enfants. Et ça doit faire partie du matériel de base qui doit être disponible à l'école. Véronique Kempfen, des serviettes, des tampons gratuits dans les toilettes des écoles genevoises, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, effectivement. La question qui a été posée au Grand Conseil genevois n'était pas celle-ci. Quand une telle motion, enfin une motion similaire est arrivée devant la Commission des affaires sociales, cette motion-là demandait la gratuité pour toutes les femmes dans tous les bâtiments du Grand État. Donc c'était une mesure arrosoir qui ne ciblait pas une population spécifique. Alors on va parler plus tard des mesures effectivement plus larges, mais sur la question des écoles, vraiment, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des protections hygiéniques gratuites pour toutes les filles dans toutes les écoles du canton de Genève? Alors je trouve cette proposition beaucoup plus intéressante que celle qu'on a dû traiter de manière plus large justement au niveau du Grand Conseil genevois, parce que ça permet effectivement de cibler une population à un moment où les jeunes filles doivent s'approprier leur corps, s'approprier le fonctionnement de leur corps, et c'est important qu'elles génèrent à ce moment-là une certaine confiance. Et dans l'idéal, pour moi, il faudrait même pouvoir accompagner cette mesure de distribution de serviettes ou de tampons par des mesures éducatives, parce que pour moi, l'enjeu, il est là, il est plutôt dans la discussion et dans l'explication autour des règles, plutôt que dans la distribution de matériel qui me semble beaucoup plus anecdotique. Alors, le débat autour de la précarité menstruelle, c'est le terme qu'on utilise souvent, il a lieu ailleurs aussi. On a vu en Angleterre, les protections sont gratuites dans les écoles depuis quelques mois. En Écosse, le Parlement vient de voter la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes. Là, manifestement, vous êtes contre une gratuité aussi vaste. Pour quelles raisons ? Oui, parce que la proposition qui nous avait été faite, c'était vraiment une proposition qui mettait la femme en situation d'irresponsabilité par rapport à ses règles. C'était formulé de telle manière comme si elle ne pouvait pas, si elle n'était pas en mesure de se responsabiliser par rapport à ce phénomène naturel. Maintenant, proposer une aide à des personnes qui sont vraiment dans la précarité, ça c'est un autre débat qui aurait lieu d'avoir, mais qui n'était pas celui qu'on a eu au Grand Conseil à Genève. Maureen Riesen, vous, sur le principe de la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes, ou du moins dans les structures du grand État, comme on dit, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les musées, etc. Vous y êtes favorable, mais ça fait partie de la vie, les règles. Pourquoi est-ce que les femmes ne prennent pas cette responsabilité, tout simplement ? Alors, elles le prennent tout à fait, et toutes les femmes sont capables de le faire, elles le font jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'il est arrivé, je pense, dans la vie de chacune d'entre nous, qu'on n'était pas préparé, qu'on n'avait pas direct droit à ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, la notion d'urgence, elle est là, en fait, quand on parle de quelque chose dont on a besoin dans l'urgence. Ensuite, il faut dire qu'on pourrait aussi avoir avec nous notre petit papier de toilette, si on parle de responsabilité individuelle, et puis qu'il ne soit pas disponible dans les toilettes de l'État. Mais en l'occurrence, quand on va dans les toilettes, n'importe où, il y a toujours du papier de toilette, il y a du savon, il y a du matériel qu'on a besoin lorsqu'on va aux toilettes. Et en fait, on oublie vraiment toute une partie... ce qui est l'hygiène menstruelle dans ce qu'on offre de base dans des toilettes. Et on peut être très fiers, en fait, de cette évolution d'hygiène qu'il y a eu dans de nombreux pays, mais aussi en Suisse, où on est fiers de la propreté, de la prestation qu'on a. On est fiers d'avoir des toilettes propres qui sentent bon. Mais quelque part, distribuer des protections hygiéniques pour toutes les femmes, ça veut dire aussi distribuer des protections hygiéniques, des tampons pour des femmes qui gagnent 10 000 francs par mois. Du point de vue de la gauche, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que cet argent ne devrait pas être investi ailleurs ? Mais ça fait partie... En fait, c'est déjà d'en parler dans l'espace public et de l'avoir dans l'espace public, ça amène aussi finalement à enlever un peu ce tabou qu'il y a autour des règles et des articles d'hygiène menstruelle. Et c'est pour ça que c'est important. On a d'autres produits, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les règles? Et là, c'est quelque chose qui doit être de manière générale. Je veux dire, on ne va pas offrir... Quand on va aux toilettes, on ne va pas regarder si la personne est riche ou pas, si on lui met plus de papier ou moins de papier toilette. Ça fait partie de l'infrastructure de base et ça doit en faire partie dans l'espace public. Véronique Kempfen, c'est vrai, la gratuité du papier toilette, du savon, pourquoi pas la gratuité des tampons pour toutes ?
Moi, je suis de l'avis en fait qu'un tel produit d'hygiène intime ne doit pas forcément être mis à la disposition par l'État à l'ensemble de la population. En effet, je suis assez sensible à l'argument de dire une femme qui gagne 1 000 francs ou bien même 5 000, elle n'a pas besoin qu'on lui donne des serviettes hygiéniques. En revanche, je pense que certaines femmes qui sont vraiment dans une très grande précarité, qui ne peuvent, par exemple, qui n'osent pas avoir recours à l'aide sociale, pour celles-là, effectivement, là, il y a des aides ciblées qu'on pourrait mettre en place et qui seraient vraiment utiles parce que nécessaires à une certaine population de personnes qui ont vraiment du mal à se procurer ce genre de produits de base. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Véronique Kempfen. Merci beaucoup, Maureen Riesen, pour votre présence ce soir. Bon retour chez vous, à Moutier, à Genève, juste à côté. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Retour à la culotte menstruelle. À côté des modèles vendus en pharmacie et dans les grandes surfaces, les produits faits main se multiplient. En quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Mode d'emploi. Si vous souhaitez acheter une culotte menstruelle, vous aurez l'embarras du choix. Mais pas de Made in Switzerland, à moins de se tourner vers une fabrication artisanale. Sur ce site, on me propose de transformer une de mes propres culottes en culotte de règle. On me demande de choisir un modèle confortable et de l'envoyer. Mon enveloppe est acheminée jusqu'à cet atelier. Valérie confectionne ici des costumes pour le patinage. Ce n'est que récemment qu'elle a diversifié ses activités. J'ai cherché pour mes filles parce que elles sont jeunes. J'ai entendu dire que c'était pas très, les serviettes hygiéniques avaient des choses pas très sympas dedans. Puis je me suis dit si on peut éviter d'avoir ces problèmes-là, cherchons autre chose. Et puis j'ai cherché, j'ai trouvé ces culottes hygiéniques et je me suis dit je sais coudre. Alors j'ai essayé. Elle réalise ses premiers prototypes, puis les perfectionne dans l'idée de commercialiser le concept. Alors j'ai cherché des testeuses via ma page Facebook. J'ai pris 10 personnes qui m'ont envoyé leurs culottes et puis qui ont pu tester pendant quelques temps. Et qui m'ont rempli un petit questionnaire pour voir si ça fonctionnait bien, s'il n'y avait pas trop de fuites, etc., etc. Justement, voilà comment ça fonctionne une culotte de règle. Il y a un étage imperméable, souvent du polyuréthane, un film plastique souple utilisé aussi dans les couches lavables pour enfants. Un ou plusieurs étages absorbants, par exemple du coton ou du bambou. Et le tissu en contact avec la peau, qui varie selon les fabricants. C'est le schéma qu'applique cette jeune femme. Elle s'est lancée dans la réalisation de lingerie menstruelle en autodidacte. Elle achète dans le commerce des tissus estampillés bio. Je suis attentive sur le fait que ce soit du coton, surtout, parce que c'est ce qui est de mieux pour notre peau. Pas agressif, qui peut apporter des irritations ou quelconque situation gênante pour notre peau. Elle a imaginé plusieurs solutions qu'elle propose à la vente pour un prix allant de 22 à 85 francs. Ici, on a la culotte avec la serviette cousue dessus. Elle peut donc pas se décrocher de celle-ci. Et puis, en dernière option, il y a la culotte avec un système d'accrochage velcro également, mais qu'on peut interchanger. Elle a vendu en un peu moins d'une année une centaine de pièces. Les étapes aussi, il faut que ce soit plus grand. Et de nouveau la couleur, parce que sinon là on va pas assez bien. C'est un volume de vente plus important que visent Elodie et Chloé. Elles préparent le lancement de leur marque de lingerie menstruelle, fabriquée en Europe, mais imaginée en Valais. 1000 pièces et 1500 pièces. On a travaillé toutes les deux dans un magasin bio zéro déchet. Et on avait chaque semaine des clientes qui nous demandaient ce genre de produit et elles ne voulaient pas commander en France. Donc on a regardé ce qui existait en fait en Suisse et puis on a vite remarqué qu'en fait il n'y avait pas grand-chose. Et on s'est dit pourquoi pas la créer nous en fait. Le business de la culotte de règle est ces dernières années en pleine expansion. Et particulièrement en France où sont actives une quarantaine de marques. En Suisse, la marque Beldona s'y intéresse aussi. Des concurrents dont il faudra se distinguer.
Nous, c'est vraiment l'aspect écologique. On va choisir des matières qui sont naturelles. On va essayer de limiter au plus les transports, les trajets pour réduire notre émission de CO2. Après, on a aussi dû faire des compromis par rapport à certains tissus qui sont écologiques, mais pas forcément proches de chez nous. Donc après, on est aussi très réaliste. On sait qu'on n'a pas de coton et de bambou en Suisse. Donc après, il faut aussi faire des compromis à savoir qu'est-ce qui est mieux. Avec leur couturière, elles ont dessiné 2 modèles, avec de la dentelle pour le chic. Cette finition ici en pointe, plutôt que de fil. Ça a été compliqué en fait de trouver un design qui soit esthétique en réussissant à introduire la partie absorbante. Parce que le noyau absorbant est quand même imposant, c'est quand même une partie qui remonte assez sur le devant et sur l'arrière, donc il faut réussir à introduire ça dans son design en gardant une culotte qui soit féminine et puis séduisante. Le potentiel de séduction de ces créations, c'est un peu le cadet des soucis de Valérie, pour l'instant. J'arrive bien à faire sur les culottes normales. Sur le string, je me vois pas encore le faire. En shorty non plus. Une culotte en dentelle, on pourrait le faire, mais après c'est dommage, la protection va cacher la dentelle, quoi. Vous avez déjà reçu des culottes où vous vous êtes dit ça je fais pas? Je l'ai faite quand même. Oui, j'en ai reçu. Je l'ai faite quand même, mais c'était pas terrible. Le moment est venu de redécouvrir ma culotte. La partie en dentelle est toujours visible. Quant à la protection, elle est un peu plus épaisse que celle des culottes du commerce. Et elle ne se limite pas à l'entrejambe. L'insert remonte tout en haut, devant et derrière. Reste à suivre les conseils d'entretien. La métamorphose aura coûté 20 francs. Là, revoilà déjà, Viviane. On a vu dans le reportage une intervenante dire qu'il y a des composants pas très sympas dans les serviettes. Est-ce que c'est le cas? Alors, ce qu'on sait, c'est que dans les serviettes, il y a des dérivés de cellulose, des fibres de bois. Il y a des produits synthétiques, des poudres absorbantes, des parfums parfois et des substances déodorantes. Mais la transparence autour de la composition des protections périodiques, elle n'est pas totale. La journaliste et auteure française Élise Thiebaud s'en est rendue compte en enquêtant. Elle a contacté une grande marque de tampons pour connaître la composition de leurs produits. Voilà ce qu'on lui a répondu. La réponse, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'humour involontaire. C'est notre premier ingrédient, votre confiance. Et là, je me suis bien dit, évidemment, moi je ne suis pas paranoïaque, je ne pense pas que par définition on essaye en me vendant des produits de m'empoisonner, je ne le pense pas une seconde, mais je m'interroge sur le fait qu'il est impossible de connaître véritablement la composition de ces produits de façon précise. On voit qu'en France, les marques n'ont pas l'obligation d'inscrire la composition de ces produits sur les emballages. Qu'en est-il en Suisse? Alors, idem, pas d'obligation. Certains fabricants donnent certaines informations. Là où on pourrait s'inquiéter, c'est que le magazine français 60 millions de consommateurs révélait en 2016 la présence de résidus de substances toxiques dans les protections périodiques. Suite à cela, la Confédération a fait ses propres analyses et démontré que les produits vendus en Suisse seraient sans danger pour la santé. Alors, il y a bien des substances toxiques, mais en toute petite concentration. Et à ce propos, on écoute les conseils de Martine Jacot-Guillarmot, gynécologue au CHUV. Il faut mieux éviter tout ce qui est produits chimiques en contact avec la vulve. Mais c'est compliqué parce que de fait, dans les protections disponibles sur le marché, il y a très peu de produits qui sont exempts de produits chimiques. On ne peut pas dire que les produits disponibles sont mauvais ou bons pour la santé. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent aussi en compte par rapport à chaque individu qui a certaines sensibilités à certains produits que d'autres n'ont pas, ou un terrain, par exemple, allergène, qui fait que certains produits ne vont pas être bénéfiques pour cet individu-là. Donc, ce à quoi il faut être vigilant, c'est effectivement de privilégier au maximum des produits les plus naturels possibles, comme tout ce qu'on applique sur la peau. Privilégier des produits naturels, c'est aussi valable quand on choisit des protections réutilisables. Et dernier conseil, évitez de porter des protections tous les jours, type protège-slip. S'ils contiennent des produits chimiques, ils peuvent aussi être irritants. Merci pour toutes ces explications, Viviane. À très bientôt. Merci. La première question que se posent
toutes les femmes avant de choisir une protection, c'est de savoir si elle est efficace. Pour y répondre, ABE a testé une douzaine de culottes et de serviettes. Démonstration. Voici les 5 culottes que nous allons disséquer. 5 produits comparables avec des promesses variées. Pour flux léger ou moyen, pour 12 heures d'utilisation sans fuite, ou encore absorbant jusqu'à l'équivalent de 2 tampons. Nous allons comparer les culottes entre elles, mais aussi les mesurer aux serviettes jetables. Tout ça sous l'arbitrage de ce laboratoire d'Aix-en-Provence. Les culottes mensuelles vont être comparées à des serviettes ultra minces normales qui sont pour des flux légers à modérés. Et on les compare aussi aux serviettes normales qui sont pour des flux plus importants. Premier round, le test d'absorption. Et voici le matériel nécessaire. On utilise des mannequins pour simuler le corps d'une femme. Il pèse environ 21 kg. Et on va faire passer à l'intérieur de ce mannequin du plasma synthétique à une température de 37 degrés. Du plasma synthétique pour remplacer le sang. Ça y ressemble, la couleur et la coagulation en moins. Le liquide est injecté à un débit de 2 ml par minute, ce qui représente un flux menstruel moyen. Donc en fait, les feuilles en alu sont positionnées au contact de la culotte pour pouvoir détecter les premières gouttes, la première fuite sur mannequin. Donc en fait, c'est ce qui va nous donner l'alarme pour pouvoir arrêter le test. Chaque produit est testé 2 fois, avec un mannequin en position debout, puis assise, une position plus délicate à cause de la pression. C'est la moyenne des 2 résultats qui permet d'évaluer la performance sur une journée. Deuxième round, le test d'humidité, important pour définir le confort à l'usage d'un produit. On injecte un certain volume de liquide sur mannequin au niveau des culottes et après donc on va poser la culotte à plat et passer une lampe UV en fait au-dessus de la culotte pour mesurer l'humidité en surface. Troisième round, le temps de transpercement, c'est-à-dire le temps nécessaire au liquide pour pénétrer le produit. Il a une influence directe sur l'absorption. Si le liquide pénètre mal, la fuite est inévitable, même avec un coussin très absorbant. Ces 3 tests ont été effectués 2 fois, sur culotte neuve, puis sur culotte lavée 50 fois à 30 degrés, pour simuler une utilisation d'une année. Il est de retour parmi nous et sera ce soir l'arbitre impartial du match culotte contre serviette. Le plaisir d'accueillir Stéphane Fontanet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Alors quels sont les produits que vous avez testés? Alors on a testé 6 serviettes et 5 culottes pour une utilisation avec un flux normal. Et les culottes, elles ont été testées neuves et puis après 50 lavages, pour quelles raisons? Parce que les culottes sont des produits réutilisables, donc on a estimé qu'on pouvait les réutiliser pendant 1 à 2 ans, ce qui correspond à ces 50 lavages. Dans les grandes lignes, alors quels sont les résultats de ce test? Alors les culottes sont moins performantes que les serviettes, notamment parce qu'elles absorbent moins. Si on regarde le détail maintenant des résultats, 5, c'est la meilleure note. On commence par les produits les mieux notés. Et en tête de classement, il n'y a que des serviettes. Que des serviettes. Et les 2 premières, c'est Molfina et Facel. Alors Molfina, le modèle normal plus avec ailette acheté à la Migros, est très bon selon le labo. Il obtient 4,3 sur 5. Son absorption est très bonne. Et puis le prix ramené à la pièce est de 6 centimes. On a aussi au même niveau, avec une très bonne absorption, la marque Facel, qui vient de chez Denner, et le prix est inférieur 3 centimes l'unité. Ensuite, 2 serviettes jugées bonnes. Oui, c'est le cas pour Olivia de chez Aldi. Son point fort, toujours l'absorption. Et c'est le même constat qu'on fait pour la Siempre de chez Lidl, sur ce critère notamment. Et ensuite, enfin, une culotte. Eh oui, la première, Natura Femina, payée 20 francs 90 l'unité. Alors après 50 lavages, elle est jugée suffisante. Elle obtient un 3,7. Bonne absorption, mais elle ne protège pas assez de l'humidité. Retour aux serviettes. Oui, la serviette Natracare obtient un 3,5. Sa protection contre l'humidité, selon le labo, est à améliorer. Et c'est la plus chère qu'on ait testée, 20 centimes à la pièce. Et puis, une serviette ultra mince, comme on dit. Exact, c'est la Always Ultra Normale. Alors selon le labo, c'est l'équivalent d'une culotte ultra mince. Elle obtient un 3,5.
En queue de classement, maintenant, 4 modèles de culottes. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi mal notées? Alors, tous ces produits devraient améliorer notamment la protection au contact qui est trop faible. Ouais, c'est donc la sensation d'humidité. Oui, exactement. Et c'est le cas pour la Felicup, hein, qui devrait améliorer aussi son temps de transpercement, comme on dit techniquement. Oui, technique un peu compliquée. Ouais. L'idée, c'est que le liquide devrait être absorbé plus rapidement. Oui, tout à fait. Et cette serviette c'est une culotte, elle est jugée insuffisante. Insuffisante aussi le modèle Sinks, qui coûte presque 40 francs, mauvaise absorption et trop grande humidité. Pour terminer, 2 modèles jugés carrément mauvais. C'est le cas pour la Selena Care, pour l'humidité ressentie et le temps d'absorption. Et c'est encore pire pour la Smoon, qui ne tient pas le choc de tous ces lavages. Tous les points testés devraient être améliorés selon le labo. Pourtant, sur le site de Smoon, on affirme que cette culotte doit pouvoir absorber l'équivalent de 2 tampons et offrir une protection de 12 heures. C'est magique, hein, le marketing. Ce qui est factuel, en revanche, c'est que certains modèles résistent moins bien au lavage que d'autres. Oui, après 50 lavages, Sinks et Natura Femina ont rétréci. Et puis Natura Femina, en plus, a son élastique de taille qui a tendance à vieillir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphane. Et le détail de ces résultats est bien sûr disponible sur notre site abe.ch. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. La joie des conférences téléphoniques. Avec le Covid, on n'y échappe pas. Pour améliorer l'expérience, comme on dit, le petit accessoire, c'est le casque audio et micro branché sur l'ordinateur. Nos collègues de SRF ont testé 10 modèles, résultat décevant. Des casques avec une mauvaise qualité sonore ou un micro pas terrible, c'est malheureusement courant si on en croit ce test de Kassensturz réalisé dans le laboratoire Müller BBM à Munich avec 10 des casques d'ordinateur les plus vendus. Premier critère d'évaluation, la qualité sonore. 3 testeurs expérimentés ont analysé la qualité du son des écouteurs de chaque casque. Ils écoutent différents types de musique et testent l'intelligibilité de la parole. Pour la parole, dans l'idéal, il faut un son clair à large bande avec toutes les fréquences bien audibles. Mais voilà, certains casques testés ont un son plutôt étroit et terne. Pour les vidéoconférences et les longs appels, il faut un son naturel, bien audible et à large bande. C'est moins fatigant, un peu comme si l'interlocuteur était debout juste à côté de vous. On a aussi testé le confort de port. C'est un élément crucial lorsqu'on travaille de longues heures avec un casque. Il doit être confortablement installé sur la tête et les oreilles, être facile à régler et ne pas glisser. Or, plusieurs modèles s'avèrent inconfortables après seulement 30 minutes. Les casques de moins bonne qualité sont trop lâches sur la tête. Ils glissent lors des mouvements de la tête ou lors du réglage du micro. On a l'impression qu'ils ne s'adaptent jamais de façon optimale sur la tête. La mousse des oreillettes peut aussi devenir rugueuse ou elle chauffe sur les oreilles. Il y a enfin les casques qui serrent la tête après un port prolongé. Autre critère, le confort d'utilisation. Ici aussi, les casques sont clairement très différents. Ça va de certains casques qui ont l'affichage de la disponibilité, le contrôle de la musique, du volume des appels, jusqu'à des appareils qui n'ont aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. Les possibilités de connexion sont également différentes. USB, prise jack, Bluetooth. Il faut s'assurer lors de l'achat que la connexion est adaptée à votre ordinateur ou alors que l'adaptateur adéquat est fourni. Dans la pratique, la qualité d'une conversation dépend souvent de toutes petites différences de son. C'est ce qu'illustre cette petite scène jouée par le comique alémanique Beat Schlatter. Bonjour, ici Monsieur Bourricot, du département de la lutte contre le bruit. Oui, restez calme. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? Mais c'est un pfff ou un pfff. Non, ce sont 2 sons complètement différents. L'un est PFFFF et l'autre c'est PSSSS. En fonction de la qualité du micro, les sifflements seront plus ou moins audibles. Un point crucial pour l'intelligibilité d'une conversation. La qualité du son des microphones a été testée.
Sur les appareils qui ont un son limité, les hautes fréquences ne sont pas très prononcées. Les et ch ne sont pas facilement identifiables. On réalise ensuite un test classique avec une phrase qui contient des sons très différents. Dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre totalement insonorisée, la phrase est répétée en boucle en permanence. Simon Gerke l'enregistre ensuite avec les 10 microphones des casques. Pour la mesure acoustique, il utilise un analyseur audio pour comparer l'enregistrement vocal original avec la qualité de l'enregistrement fait avec le microphone. Avec son équipe de test, il évalue la qualité sonore de chaque enregistrement au moyen d'un casque témoin. On diffuse ensuite une ambiance en bruit de fond. On peut ainsi tester la qualité de filtrage des casques pour supprimer les bruits indésirables. Voici maintenant le classement final des 10 casques. On commence par les moins bons. Insuffisant. Ce casque EPOS Sennheiser acheté en ligne plus de 100 francs. Même si le micro est plutôt bon, c'est le moins bien noté en termes de confort et de facilité d'utilisation. Note globale médiocre, 3,9 sur 6. À peine mieux, jugé suffisant ce casque Logitech H110. 22 francs 95, le moins cher du lot, mais une facilité d'utilisation médiocre. Note finale, 4,1 sur 6. Un dixième de mieux, 4,2 sur 6, pour le Vivanco Retro. Ici, c'est le son des écouteurs qui est déficient. On trouve ensuite le EPOS Sennheiser PC8 USB, jugé suffisant pour tous les critères, note globale 4,3. Un tout petit peu mieux pour le casque Free Voice sans fil, 119 francs, mais un son de microphone jugé insuffisant. En cinquième position, le Microsoft Live Chat. C'est le meilleur au test de filtrage du bruit. Les écouteurs entourent bien l'oreille. Note finale, 4,6 sur 6. Viennent ensuite deux casques avec 4,7 sur 6. Le Polyplantronics, 159 francs. C'est le moins bon résultat pour ce qui est du son du micro. Même note pour le Logitech H600 Wireless. Là aussi, le son du micro est insuffisant. Par contre, c'est le meilleur pour ce qui est du confort. Enfin, les deux meilleurs casques sont à égalité de note finale, 4,9 sur 6. Ce sont deux casques de marque Jabra. D'abord ce Evolve 65 stéréo, le casque d'écoute est bon, le microphone seulement suffisant, c'est le plus cher du lot, 178 francs. Pour 100 francs de moins, le Jabra Evolve 40, cette fois le son du casque est jugé suffisant, celui du micro bon et le confort très bon.